Il est 23 h à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Madame, monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de votre journal. À la une ce soir, le président Alassane Ouattara reçu ce matin par son homologue portugais Marcelo de Sousa, accompagné de la première dame Dominique Ouattara et de quelques membres du gouvernement. Le chef de l'État est en visite officielle de 48 heures au Portugal. La rentrée scolaire, une période de stress pour les parents d'élèves, en plus des dépenses engendrées par les frais de scolarité et l'achat de fournitures. Il faut faire face aux frais annexes. À quoi répond-il? La réponse dans ce journal. Et puis au Togo, journée tendue ce mardi. L'opposition ne lâche pas prise. Après les manifestations populaires la semaine dernière, plusieurs partis de l'opposition ont appelé ce matin à une manifestation devant le Parlement. Je vous le disais tantôt, le président Alassane Ouattara reçu ce matin par son homologue portugais Marcelo Rebelo de Sousa, accompagné de la première dame Dominique Ouattara et de quelques membres du gouvernement. Le chef de l'État est en visite officielle au Portugal, une visite de 48 heures. Belém, quartier situé en bordure du plus grand fleuve de la péninsule ibérique, le fleuve Tage. Considéré comme le quartier le plus chargé d'histoire et de la culture du Portugal, il abrite entre autres monuments historiques emblématiques de ce pays, le monastère de Belém. Construit au XVIe siècle par le roi Dom Manuel est considéré comme l'une des merveilles du Portugal. Ce monastère conserve en son sein le mausolée de celui qui est considéré par le peuple portugais comme le plus grand héros national, le poète Luís de Camões. La visite d'État du président de la République Alassane Ouattara, accompagné de son épouse, la première dame Dominique Ouattara, devait commencer ce mardi 12 septembre par une visite de ce lieu d'histoire du Portugal. C'est sous une forte escorte de motards que le véhicule présidentiel transportant le chef de l'État ivoirien est arrivé au lieu de la visite, où il a été accueilli par son hôte, le président Marcelo Rebelo de Sousa. C'est aussi sur l'esplanade de cette bâtisse, au lieu du symbole de la nation portugaise, que le tout premier chef d'État ivoirien a effectué une visite d'État au Portugal, a reçu les honneurs militaires exécutés par un peloton de 7 détachements de l'armée. Exécution des hymnes nationaux des deux pays. Passage en revue des troupes, suivi d'une parade militaire. Le président de la République et son épouse sont ensuite allés déposer une couronne de fleurs et se recueillir sur le mausolée de celui qui est considéré comme la plus grande figure emblématique du Portugal, le poète national Luís de Camões. L'autre temps fort de ce cérémonial d'accueil, c'est une escorte royale de 115 cavaliers qui a accompagné le véhicule présidentiel transportant le chef de l'État ivoirien au palais de Belém, où sont logés les bureaux du président de la République du Portugal. Au palais de Belém, le président de la République et la première dame ont été invités à signer le livre d'or du palais, suivi d'une cérémonie de décoration. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu la plus haute distinction de la République du Portugal, le grand collier de l'infante Henrique. Une distinction a aussi été décernée à la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, pour ses actions en faveur des enfants dans le monde entier. Elle a été élevée à la dignité de Grande Croix dans l'ordre du mérite du Portugal. À son tour, le président de la République, Alassane Ouattara, a distingué son homologue, le président Marcelo Rebelo de Sousa, en l'élevant à la dignité de Grande Croix dans l'ordre national de Côte d'Ivoire. Après cet échange de distinctions, les deux chefs d'État ont eu leur premier tête-à-tête, suivi d'une réunion élargie à leurs deux délégations. À l'issue de leurs entretiens, ils ont exprimé face à la presse leur détermination à développer les relations entre leurs deux pays. C'est la première visite d'un chef d'État ivoirien
au Portugal. Donc moi, je suis personnellement honoré de votre invitation et je voudrais vous redire toute ma gratitude. Et vous dire aussi que nous avons en mémoire, il y a presque 30 ans, en 1989, la visite du président Mario Suarez et de la grande amitié qu'il a nourrie avec le président Félix Houphouët-Boigny, dont j'ai été l'unique Premier ministre. Cette visite est importante pour nous parce que depuis 2 ans, nous voyons un intérêt accru de la communauté des affaires au Portugal pour la Côte d'Ivoire. Et cela nous réjouit. Et bien évidemment, la Côte d'Ivoire est devenue un pays attractif après la crise que nous avons vécue il y a quelques années. Et depuis 2011-2012, mon pays est en paix, en sécurité. La démocratie également s'est installée. C'est un pays qui avance, qui est véritablement en marche. Et un pays extraordinaire par ses performances économiques, puisque depuis 5 ans, nous observons des taux de croissance de 9% par an, ce qui est très rare dans le monde, avec des taux d'inflation de 2 à 3%. Et nous contrôlons de manière forte la dette extérieure qui ne représente que 42% du PIB. Et nous sommes heureux que de nombreuses sociétés portugaises s'intéressent maintenant à la Côte d'Ivoire et je suis particulièrement heureux que TAP maintenant a des vols 5 fois par semaine sur la Côte d'Ivoire, ce qui facilite le voyage des hommes et des femmes d'affaires sur la Côte d'Ivoire. Et nous voyons également de nouvelles sociétés dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de l'éducation, venir en Côte d'Ivoire pour investir. Donc c'est dire qu'au plan économique, les choses ont bien démarré. Cependant, je note que le commerce entre nos 2 pays est encore faible. Et notre volonté, c'est vraiment d'augmenter cela de manière importante. Nous soutenons et nous sommes heureux de votre désignation pour le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et nous estimons qu'il est extrêmement important la réalisation du sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne qui se tiendra en Côte d'Ivoire en rappelant le rôle précurseur du Portugal entre le premier sommet entre les 2 réalités géopolitiques mondiales. D'autre part, nous tenons également à vous féliciter du fait qu'il s'agisse d'un pays avec une stabilisation politique remarquable et une croissance économique également remarquable, d'un pays qui est déjà considéré comme étant un pouvoir régional. Cette vitalité a permis en 2 ans, et ceci est également lié au retour de la croissance économique au Portugal, un développement de relations bilatérales à un rythme qui a dépassé toutes nos attentes. C'est notamment ce qui est le cas pour l'éducation, avec plus de 2000 étudiants qui parlent et qui étudient le portugais dans l'université Félix Houphouët-Boigny. Donc c'est également vrai dans le domaine de la santé, de l'administration interne, de la défense, de l'accord sur la double imposition, de la préparation d'un accord sur les matières concernant l'investissement. Mais où le saut est encore plus important, c'est surtout dans le domaine économique. Là, comme ceci a déjà été souligné à plusieurs reprises, depuis le mois de janvier jusqu'au mois de mars, il y a une croissance de 146% des exportations portugaises vers la Côte d'Ivoire. Objet de nombreuses marques de considération au cours de cette visite d'État, la première d'un chef d'État ivoirien au Portugal, le président de la République, Alassane Ouattara, devait, après sa visite au palais présidentiel, se rendre au ministère des Affaires étrangères pour la signature de 4 accords de coopération entre le Portugal et la Côte d'Ivoire. Viviane Aimé, envoyée spéciale de la RTI au Portugal, signait ce reportage. Rentrée scolaire 2017-2018, les cours ont effectivement repris hier, lundi 11 septembre, ici en Côte d'Ivoire, à la grande satisfaction de la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, qui a sillonné hier certains établissements scolaires pour se rendre compte de l'effectivité de la reprise des cours, mais surtout communier avec élèves et enseignants. On fait le point avec Davis Oyo et Sita Soro.
EPP de Plateau Nord de Cocody, il est 8 h ce lundi 11 septembre. L'enceinte de cet établissement est vide. Les élèves sont tous en classe, attentifs aux cours dispensés par les enseignants. 30 minutes plus tard, arrivée de la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Kandia Camara visite successivement plusieurs classes. De la maternelle à la classe de CM2 et communie avec les élèves et le personnel enseignant. Après Cocody, cap sur le lycée moderne Andokwa de Yopougon. Ici également, même ambiance. I'm also very happy to be here this morning and to see that everybody is here this morning too. Thank you for that. Congratulations. Kandia Camara sur le terrain pour s'enquérir de la reprise effective des cours. Ce qui me réjouit davantage, c'est que les cours ont même commencé. Nous avons vu les enseignants en train de dispenser des cours, faire de la révision. Il y en a qui montraient déjà les petites astuces aux élèves. Et nous avons aussi constaté, comme vous pouvez le voir ici, l'enthousiasme des élèves pour la reprise. Concernant le problème des tables-bancs, la ministre rassure. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a fait commander 500 000 tables-bancs, disons exactement 575 000 tables-bancs, il y a 2 ans de cela. Et nous avons encore beaucoup de tables-bancs en réserve. Et dès qu'on nous signale un manque de tables-bancs, évidemment, nous envoyons des tables-bancs dans les écoles où il y a un manque. Les élèves de ces différents établissements sont ravis de retrouver le chemin de l'école. Nous commençons la révision de la classe de seconde. C'est très important pour la classe de première. Cette rentrée scolaire 2017-2018 est placée sous le thème « Civisme et engagement de tous pour une école de qualité ». La rentrée scolaire, une période de stress pour les parents d'élèves. En plus des dépenses qu'engendrent les frais de scolarité et l'achat de fournitures scolaires, il faut faire face aux frais annexes. À quoi répondent-ils? Patricia Omouetia s'est intéressée à la question. Regardez. Une nouvelle année scolaire commence et les parents vont encore être confrontés aux multiples dépenses tout au long de l'année scolaire, si l'on ajoute des frais annexes. Plus de 50 000 francs CFA de frais annexes ici au cours secondaire méthodiste du plateau. Mais au juste, qu'est-ce qui rentre dans les frais annexes? Il y a les activités socio-éducatives que nous organisons. Ça aussi, on fait la programmation, ils font tout ce qu'il y a à faire comme activité. Et quand il y a maintenant les différents finales qui doivent se présenter, qui doivent se faire, on sollicite les parents, n'est-ce pas, contribuer à tel ou tel finale. Voilà un peu comment ça se passe. Souvent, ils viennent se plaindre, ils disent vous avez raison, mais voilà comment ça se présente. C'est pour ça que nous ne maîtrisons pas toujours ces genres de choses-là, et que ça vient après comme frais annexes. C'est difficile à supporter, mais voilà la réalité. D'autres frais annexes encore, par rapport à la liste de fournitures, on voit souvent les papiers hygiéniques, les Kleenex, ça sert à quoi exactement? Les gens de la santé là, qui viennent pour nous demander comment sont vos toilettes, comment est-ce qu'on invite les enfants à contribuer à maintenir l'hygiène de la propriété de l'établissement. Et on nous parle même de concours de propriété. Donc pour tout cela, déjà, il faut donner à l'enfant ce civisme-là, cette leçon-là d'hygiène. Quel désagrément pour les parents. S'ils savaient qu'aujourd'hui, je viens de finir la scolarité, puis demain, il y a d'autres frais qui sont ajoutés, je dirais que vraiment c'est un peu difficile parce que à la rentrée, nous comptons qu'on nous donne tous les renseignements possibles pour ne pas qu'on soit surpris au beau milieu de l'année parce que dans les autres écoles, chaque mois, les élèves sont confrontés à des cotisations et puis on ne sait pas ces cotisations servent à quoi. Ça nous a vraiment pénalisé et ça jouait sur nos enfants. Si le parent refuse de faire et en l'école, l'élève n'est plus suivi. À partir du moment où ça s'impose à nous et qu'on ne va quand même pas mettre l'élève dans une situation où il ne va pas participer à l'activité parce que ceci, c'est là, en tenant compte de tout ça, on réagit, on le fait. Mais je veux dire qu'on pouvait faire autrement aussi. Certains établissements sont gérés par les COGES. Ici, les frais annexes varient entre 10 et 15 000 francs CFA. Il y a des structures qui peuvent venir, par exemple, de faire des jeux pour les enfants, bien des sorties. Ils présentent leur projet et puis on s'entend par rapport à la date. Dans ce cas, les parents sont informés. Voilà, si c'est un convoi qu'il faut faire ou bien quand il vient au sein de l'école,
et qu'il y a leur jeu, bon, ils disent le prix que chaque enfant doit payer. L'achat d'un seau, d'un balai revient au COJES. Et le COJES, ce sont les parents d'élèves. Ce sont des frais que chaque enfant est tenu de payer à travers le parent. Le coût de la rentrée scolaire représente chaque année une dépense considérable pour de nombreuses familles. Début d'année scolaire perturbé dans certains établissements scolaires, notamment au Collège moderne du Plateau et au lycée classique d'Abidjan, où des individus sont allés déloger ce matin des élèves. Le constat de Godefroy Kambawa et de Francis Boifou. Collège moderne de Cocody, un peu plus de 9 h ce mardi matin. L'établissement est presque vide. Pas d'élèves dans les salles de classe. Selon les responsables, les élèves ont été délogés par des individus se réclamant d'un mouvement qui défend leurs intérêts. Ce matin, nous sommes venus à 7 h 30, nous avons commencé les cours et nous avons reçu la visite des individus se réclamant de la FESI. Au départ, ils sont venus, ils étaient assez calmes. Ils sont rentrés, ils ont demandé avec des coups de sifflet, demandé aux enfants de rentrer à la maison. Nous avons appelé la police et puis bon, ils sont repartis. Le calme est revenu. Donc le commissaire nous a dit qu'il y a du renfort qui arrive et qu'il nous demande de faire rentrer les enfants en classe, ils vont reprendre les cours. Donc c'est ce que nous avons commencé à faire. Lorsque ils sont venus maintenant, cette fois-ci armés de gourdins et de cailloux, et vous allez voir les dégâts qu'ils ont causés au sein de l'établissement. Ils ont blessé certains élèves pour les obliger à aller à la maison. Soit disant que les parents d'élèves ont demandé une cotisation exceptionnelle de 5 000 francs. On a été très clair avec eux que quand le COJES demande lever de cotisation, c'est avec une autorisation de la hiérarchie qu'on passe lever comme ça pour prendre une cotisation. Et que la cotisation qui est levée sert à certaines actions au sein de l'établissement. Ce matin, je parle les larmes aux yeux des enfants qui la première fois découvrent la 6e. On les brutalise, on les traumatise. Ces enfants-là, ils retournent à la maison avec quelle image du collège? On réunit une assemblée générale des parents d'élèves. On décide d'un certain nombre d'activités à mener pour le bien de nos enfants dans l'établissement. Les parents donnent leur quitus. Au lycée classique d'Abidjan, le même constat. Pas de cours ce mardi. Ils n'ont pas donné les motifs de ce délogement-là. Nous sommes sortis comme ça et après la police est arrivée. Ce matin, on était en classe et puis on a entendu des coups de sifflet. Ils nous ont dit d'aller à la maison, qu'il n'y aura pas cours aujourd'hui parce qu'ils ont élevé le prix de l'inscription. Reprendre au plus vite les cours, c'est le souhait des responsables en charge de ces établissements. Ils appellent à la mise en place d'un dispositif sécuritaire autour des écoles. Donc ce matin au Collège moderne de Cocody, vous l'avez certainement rectifié par vous-même, et au lycée classique d'Abidjan où des individus sont allés donc déloger des élèves. On change complètement de sujet, mais avant, on parle toujours éducation, avant donc de parler agriculture, reprise des cours. Retour donc d'embouteillages. Des embouteillages, vous en êtes certainement rendu compte. La circulation est particulièrement difficile ces derniers jours. Conséquence de cette situation, il y a nombreux retards enregistrés donc dans l'administration et également l'indiscipline de certains chauffeurs qui ne viennent pas pour arranger les choses. Retour des cours, retour des embouteillages, on fait le constat avec Frédéric Oulaï et Abou Sanogo. Il est 7 h ce mardi 5 septembre, période de vacances scolaires. Il y a peu d'affluence sur les routes. De la Riviera 3 au boulevard de l'Indénié, en passant par le boulevard Latry et le boulevard du Zoo, aucune inquiétude à se faire. Je pense que ça va quand même, parce qu'actuellement il est 8 h 27. Normalement, en temps de rentrée, je ne peux pas passer à l'heure ainsi. Il faut quitter la maison à 6 h. Pour être sûr d'arriver au plateau à 7 h, 7 h 30. Mais actuellement, les vacances, on peut se permettre de quitter quand même à 8 h. Pendant que les élèves vont à l'école, ils luttent. Même en vacances, nous luttons aussi pour aller au travail comme à l'école. Donc je crains un peu pour la rentrée scolaire. Si l'on constate une circulation fluide pendant ces vacances, ce n'est pas le cas en ce début de rentrée scolaire. 7 h ce lundi 11 septembre. Premier jour de classe, qui marque également le retour des embouteillages. C'est le premier jour de la rentrée. On constate qu'il y a un peu d'embouteillage. Voilà, je pensais que progressivement ça va s'empirer, ça c'est clair. Vu la rentrée, il y a une affluence, donc ça a créé un embouteillage là. J'ai croisé mes petites du quartier, elles disent qu'elles sont là depuis 7 h.
Il n'y a pas de voiture. Il y a trop d'embouteillages. On s'attendait à ce que l'embouteillage se remette en place. Les embouteillages en période scolaire dans le district d'Abidjan ne sont pas sans conséquences sur les activités. Autre constat, les longues files d'attente. Les conséquences, c'est le carburant qui finit, puisqu'on est dans l'embouteillage et tout ça. Les conséquences, c'est qu'on n'arrive pas à l'heure. À ces conséquences, il faut également mentionner l'incivisme des conducteurs. Et je vous le disais tantôt, on va à présent changer de sujet pour parler donc agriculture. Nommé le 2 août dernier, les membres du conseil de surveillance de l'agence foncière rurale ont été officiellement installés ce mardi au plateau par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafowa Coulibaly. Leur mission principale, exécuter les actions de sécurisation du foncier rural par la conclusion de conventions. Notez que le conseil de surveillance de l'AFOR est présidé par l'ex-commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général Gervais Kouassi, quand la direction générale de cette structure est confiée à Bomba Cheikh Daniel. Et on retrouve notre reporter Abou Sanogo pour évoquer à présent l'opération de sécurisation du district d'Abidjan, dénommée Vacances sécurisées. L'étape de Yopougon a été marquée par la destruction de fumoirs et l'interpellation de plusieurs individus suspects dans la commune. La Côte d'Ivoire accueille la première conférence sur la police technique et scientifique pour les pays d'Afrique de l'Ouest, du Tchad et du Cameroun. Les acteurs de la police scientifique fédèrent leurs efforts dans la lutte contre le grand banditisme, le terrorisme et toutes les autres formes de criminalité. Une conférence régionale organisée par la coopération allemande GIZ. À terme, cette conférence sous-régionale va permettre le renforcement de la stratégie de collaboration entre la police technique et scientifique et les services judiciaires de chaque pays. L'organisation de cette conférence présente l'avantage certain de montrer aux acteurs de la chaîne pénale l'importance de la police scientifique et technique pendant l'investigation, mais aussi dans l'administration de la preuve au procès pénal. Autre optique de la conférence, créer un réseau solide des acteurs de la police technique et scientifique. C'est la bienvenue et nous y travaillons depuis un bon moment avec la coopération de Interpol et de l'Union européenne. Étant donné que le Burkina Faso aujourd'hui est frappé par le fléau du terrorisme, je pense qu'en collaboration avec les autres pays de la sous-région, on pourra quand même venir au bout de ce fléau. Cette rencontre sous-régionale va durer 3 jours. Elle est organisée par la GIZ en collaboration avec le bureau régional Interpol pour l'Afrique de l'Ouest et la direction générale de la police nationale. Voilà, vous l'avez certainement rectifié par vous-même. On parlait dans ce reportage de 17 pays africains qui renforçaient donc leur capacité en matière de police scientifique. On revient donc sur ce reportage annoncé tantôt avec Abou Sanogo, toujours l'opération de sécurisation du district d'Abidjan, dénommée Vacances sécurisées. L'étape de Yopougon a été marquée par la destruction, je vous le disais, de fumoirs et l'interpellation de plusieurs individus. On y va tout de suite. Yopougon Siporex, Yopougon Yaosei, Yopougon Sable. Déploiement des forces de sécurité appuyées par les éléments du CCDO, le Centre de coordination des décisions opérationnelles pour une vaste opération de sécurisation qui vise à débarrasser le trottoir des commerçants, mais aussi à interpeller tout individu suspect et détruire tout endroit et toute zone susceptible d'abriter des délinquants. Autre mission des unités déployées sur le terrain à Yopougon, la traque contre les fumoirs. Bouclage, ratissage et rafles ont permis l'interpellation de plusieurs individus et la saisie d'une grande quantité de drogue, d'armes blanches, de montres et autres objets. L'opération Vacances sécurisées va s'étendre à l'ensemble des autres villes du pays. Des leaders religieux engagés dans la lutte contre la tuberculose, 60 pasteurs, imams, prêtres et autres guides religieux ont été formés sur les causes, les conséquences et la prise en charge de cette maladie, la tuberculose, qui du reste peut être domptée au bout d'un traitement toutefois respecté. L'implication de la communauté vient face à l'Assemblée.
Un médecin du programme national de lutte contre la tuberculose. Aujourd'hui, l'intervention du docteur Amenan est une sorte d'appel, une invitation aux leaders religieux pour qu'ils participent à la lutte contre la tuberculose. En impliquant les religieux, on voudrait bien atteindre nos 85% de cibles fixées pour le programme. Sinon, il est recommandé 90%. Et si les religieux peuvent nous appuyer pour atteindre les 90%, c'est vraiment l'idéal. Avec les acteurs religieux, les chefs religieux, le message juste peut être passé pour motiver à temps les personnes qui toussent depuis plus de 2 semaines à se rendre dans les centres de santé spécialisés de recherche de la tuberculose. Les signes de la tuberculose, le mode de transmission, le contrôle et le traitement de la maladie. Autant de termes enseignés à cette réunion de plaidoyer. Pour les participants, c'est un plus et cela va leur permettre d'assurer les responsabilités qu'on vient ainsi de leur confier. Quand nous voyons les modes de transmission, facilement on peut attraper cette maladie. Donc on va le faire, n'est-ce pas, pour que nous puissions tous bien nous porter, parce que également c'est un devoir de préserver, n'est-ce pas, la santé de notre voisinage, de préserver la santé, n'est-ce pas, de notre communauté. Pour ce programme, initié par Alliance Côte d'Ivoire, ce sont 60 imams, prêtres, pasteurs et autres leaders religieux qui sont formés à détecter puis à notifier des cas suspects de tuberculose dans leur communauté. Pour amplifier leurs actions, des spots et des émissions sont prévus sur les radios confessionnelles à partir du 18 septembre prochain. Le reportage est signé Franck Quadio qui assure la page culture de ce journal. Franck Quadio, envoyé spécial donc au Maroc pour le festival de Kourigba, festival africain du cinéma. Notre reporter a suivi un colloque sur l'identité africaine par le cinéma. Sambène Ousmane, un des pères du cinéma africain, l'avait dit. L'Afrique a besoin de se voir dans son propre miroir. L'identité africaine dans le cinéma scruté au cours de ce 20e festival de Kouribga au Maroc. L'Afrique a été colonisée par l'image et l'Afrique ne peut se décoloniser que par l'image. Donc aujourd'hui, quand on parle de miroir, beaucoup d'Africains, parce qu'ils sont aliénés, quand ils se regardent dans ces miroirs, ils se regardent avec les images de l'autre. Une image de l'autre qui se serait imposée aux Africains. On nous a exploités, on est venu nous apporter, entre guillemets, la civilisation. Les pères fondateurs du cinéma africain, les Sambène Ousmane et autres, en créant le FESPACO, ont créé les conditions d'une interrogation africaine sur les réalités politiques, économiques, sociales et culturelles de l'Afrique. L'Afrique, victime de ses peurs ou de ses insuffisances, au cinéma d'œuvrer au changement de mentalité. L'enjeu du cinéma africain, c'est que l'Afrique doit exister au niveau de l'image du point de vue de l'expression de toutes les réalités africaines. Et les réalités africaines, elles sont politiques, elles sont sociologiques, elles sont... Tout ça, malheureusement, est minorisé. Les Européens, quand nous regardent comme ça, comme un pays. Mais nous ne sommes pas un pays. Nous sommes un continent. Comme continent, nous avons beaucoup de caractéristiques différentes. Sonnette d'alarme cependant, le monde désormais ouvert, chacun peut s'y faire sa place, même dans l'univers du 7e art. N'importe quel cinéaste sur le continent peut aller n'importe où pour faire le cinéma et c'est pas parce qu'il est parti d'un pays que ça fait son identité. L'identité, elle doit être dans son œuvre. En fin de compte, on reste africain, on reste unis, on reste là pour faire un cinéma qui pourrait parler de nous et nous représenter dans le monde entier. Le caractère universel de l'identité, voire des identités dans le cinéma, cela permettrait de concentrer les efforts uniquement sur l'être humain, principale matière du cinéma en définitive. On est tous une identité avant d'être, qu'elle soit africaine ou qu'elle soit tunisienne ou qu'elle soit japonaise ou qu'elle soit... Est-ce que cela ne suffirait pas de juste s'identifier en tant qu'humain? Un sage donc pour orienter la réflexion. Gaston Kabouré, réalisateur burkinabé, place le cinéma comme un miroir de toutes les identités. Ce qui est bien, c'est que le cinéma nous aide à poser un regard authentique sur la réalité et que nous ne résolvons pas tout par le cinéma, mais le cinéma nous aide en tant que véhicule d'exploration. Inventer par ailleurs une écriture cinématographique africaine
ou même une esthétique commune. Pari risqué qui pourrait légitimer une violence idéologique envers les autres, mais un pari à relever tout de même en guise de conclusion. Et on referme ce journal au Togo, journée tendue dans le pays. Ce matin, l'opposition ne lâche pas prise. Après les manifestations populaires la semaine dernière, plusieurs partis de l'opposition ont appelé à manifester aujourd'hui donc devant le Parlement. Herman Guivet. Une nouvelle journée de manifestation populaire pour ce mardi devant le Parlement. Un autre rassemblement pour vendredi après-midi. Deux annonces majeures issues de la conférence de presse animée par les ténors de l'opposition togolaise pour dire non au projet du gouvernement. Le gouvernement avait annoncé mardi dernier un projet de réforme constitutionnelle réclamé depuis plus de 10 ans par l'opposition, prévoyant une limitation à 2 mandats présidentiels et un scrutin à 2 tours. Réformes qui doivent être étudiées par le Parlement. Mais voilà, l'opposition togolaise ne veut pas d'une simple réforme, elle veut bien plus. Elle exige un retour pur et simple à l'ancienne constitution, celle qui avait été votée en 1992 et modifiée 10 ans plus tard par Yassimbe Yadema, alors président. Les militants des partis de l'opposition se font entendre depuis quelques mois dans les rues de la capitale, où forces de l'ordre et manifestants de l'opposition à coups de gaz lacrymogènes se livrent à des courses-poursuites. L'opposition, elle, ne démord pas. Elle affiche sa volonté ferme de maintenir la pression sur le pouvoir de Lomé. Au regard des tensions qui agitent le pays depuis le début de ces manifestations populaires, les Togolais craignent un regain de violence. Un commentaire de Herman Guivet qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, même heure.